Bonjour. Effectivement, on nous a posé cette question de savoir si la dose efficace pouvait être utilisée pour estimer un risque individuel. Et la réponse sera bien sûr peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et pour étayer cette réponse, nous nous sommes appuyés surtout sur ces deux publications de la Commission internationale de protection radiologique. La publication 152 sur le calcul du détriment, qui est une mesure de l'impact sanitaire de la dose, et la publication 147, qui donne une série de recommandations sur les bons et les mauvais usages des grandeurs de radioprotection, et en particulier de la dose efficace. Alors, la dose efficace, comme vous le savez, c'est une grandeur qui est composée à partir de la dose absorbée. La dose absorbée, c'est la grandeur physique de base, c'est l'énergie déposée par les rayonnements ionisants dans un volume de matière divisé par la masse de ce volume. Elle s'exprime en joules par kilo, auquel on donne l'autre nom de Gray. Ensuite, à des fins de radioprotection, on moyenne en général cette dose absorbée à l'échelle d'un organe ou d'un tissu. Ce qu'on peut faire d'un point de vue calculatoire en utilisant des fantômes, hommes et femmes. Les fantômes, ce sont des représentations informatiques de l'anatomie humaine qui sont basées sur des images médicales de personnes réelles, mais dont les masses et dimensions des organes ont été adaptées à des valeurs centrales de la population, à des moyennes ou des médianes, donc qui sont représentatives d'un individu moyen homme et d'un individu moyen femme. Certains des organes radiosensibles dans ce corps humain ont des cellules radiosensibles clairement identifiées à l'échelle microscopique. Donc pour ces organes et tissus, on a en plus des fantômes des modèles à la même échelle microscopique. Donc c'est le cas pour l'os, où se situent les cellules souches de l'os et les cellules souches du sang dans la moelle rouge. C'est vrai aussi pour le poumon, pour le tube digestif et puis pour la peau. Pour la peau, on a même deux doses. Une dose pour prévenir les effets tissulaires, qui est calculée sur le centimètre carré de peau le plus exposé et à une profondeur de 50 à 100 microns, ce qui correspond à la position des cellules souches de la peau. Et puis on a une deuxième définition de la dose à la peau qui est utilisée dans le calcul de la dose efficace. Celle-ci, elle sert à prévenir le risque de cancer de la peau et elle correspond à la dose déposée dans le contour externe des fantômes. Donc dans 202 mm à peu près d'épaisseur autour des fantômes. Et pour les autres organes, les doses qui sont regardées sont des moyennes et on considère que les cellules radiosensibles sont distribuées de façon homogène dans chaque organe. Alors, les choses se compliquent à partir de là parce que pour une dose absorbée donnée, le risque d'effet biologique va être différent suivant le type de rayonnement. Donc, pour tenir compte de l'expérience qu'on a en radiobiologie de ces différences d'effets entre les différents rayonnements, on a introduit la notion de facteur de pondération pour le rayonnement, WR, qui vaut 1 pour les rayonnements de faible transfert d'énergie linéique, les photons, les électrons, et qui est plus important pour d'autres rayonnements, en particulier un WR de 20 pour les particules alpha, et un WR fonction de l'énergie pour les neutrons. Et le WR des neutrons peut monter à nouveau jusqu'à environ 20. Quand on multiplie la dose absorbée par ce facteur de pondération, on obtient la dose équivalente qu'on exprime en sievert. Sievert, c'est aussi le nom du monsieur qui est sur la photographie et qui est en quelque sorte l'inventeur de la radioprotection telle que nous la connaissons. Et pourquoi est-ce qu'on fait ce changement d'unité ? Bien, c'est pour tenir compte du fait que la dose équivalente, parce qu'on a introduit ce jugement sur l'efficacité des différents types de rayonnements à produire des dommages, n'est plus tout à fait une grandeur physique, ça devient une grandeur de radioprotection. Donc numériquement, pour les photons et pour les électrons, ça va être la même valeur numérique qu'en Gray, mais ce sera une unité différente en sievert. Ensuite, si l'exposition du corps est uniforme,
que tous les organes sont exposés de la même façon, la dose moyenne au corps entier et la dose efficace sera la même chose que la dose équivalente à chacun des organes. Mais l'irradiation peut et est souvent hétérogène. Donc les différents organes du corps vont recevoir des doses différentes, voire certains vont recevoir une dose alors que d'autres pas du tout. On a le cas par exemple des contaminations de la thyroïde, où la thyroïde peut recevoir une dose importante et le reste du corps très peu. Et les différents organes ont des radiosensibilités différentes. Donc irradier un organe plus ou moins radiosensible, en termes de risque pour la santé, ça a des conséquences différentes. C'est pour ça qu'on introduit un facteur de pondération pour le tissu irradié et qu'on calcule la dose efficace comme une somme des doses équivalentes sur le corps entier pondérées par ces facteurs de pondération tissulaire. Alors, ces facteurs de pondération tissulaire, ils représentent de façon approximative le risque relatif associé à l'organe concerné. Donc on a un WT le plus élevé pour les organes les plus radiosensibles que sont la moelle rouge qui contient les cellules souches du sang, le côlon, les poumons, l'estomac et le sein. Et puis un facteur WT moins important pour les gonades. Alors là, pour les gonades, il ne s'agit pas de tenir compte d'un risque de cancer, mais d'un risque d'effet héréditaire. Et puis des WT plus faibles pour les autres organes qui sont dans les 2 lignes en dessous. Et puis enfin, on a un paquet avec tous les autres organes radiosensibles du corps, ça fait presque l'ensemble du reste du corps humain, auquel on attribue globalement un facteur de pondération de 12%, de 0,12. Cette dose efficace, elle est aussi moyennée entre hommes et femmes. Pour chaque organe, on calcule une dose équivalente chez l'homme, une dose équivalente chez la femme, et on fait la moyenne des deux, avant d'agréger tout ça dans la dose efficace. Et la dose efficace se calcule aussi en sievert. Alors, on peut rappeler on devrait rappeler que la dose efficace est définie pour une personne de référence et pas pour un individu spécifique. Elle ne tient pas compte des caractéristiques individuelles de la personne qui est exposée. Notamment, si elle est moyennée entre hommes et femmes, elle ne tient pas compte du fait que la personne exposée est un homme ou une femme. Elle ne tient pas compte non plus de la taille ou du poids de la personne. En fait, la dose efficace dans une situation d'exposition, elle caractérise plus la situation d'exposition que la personne exposée. Elle est attribuée en fait à une personne de référence qui se trouverait dans la situation d'exposition. Donc toujours en termes de valeur de référence, les facteurs de pondération tissulaire WT ne dépendent ni de l'âge ni du sexe. Ils sont moyennés sur la population et ils servent donc à définir une dose efficace de référence. L'un des quelques éléments d'individualisation de la dose, c'est la prise en compte de modèles dosimétriques spécifiques pour les enfants, ce qui fait qu'on a une dose efficaces, effectivement différentes pour les adultes et pour les enfants. Et puis on a des doses efficaces pour les enfants à naître du fait de l'exposition de la femme enceinte. Alors, tous les coefficients de dose fournis par la CIPR sont des coefficients de dose qui s'appliquent à cette personne de référence qui est une moyenne de la population mondiale. Alors maintenant, quelques mots sur la construction du détriment radiologique, à partir duquel découlent les WT, donc les facteurs de pondération tissulaire. Donc pour calculer le détriment radiologique, en fait, les calculs vont se faire en 2 étapes. Tout d'abord, il va y avoir ce qu'on appelle les risques nominaux, donc des risques nominaux qui correspondent donc à un calcul de risque vie entière de cancer pour différents types de cancers. Donc ils vont être calculés pour, dans un second temps, aboutir au détriment en ajustant chacun des risques nominaux sur la létalité, la qualité de vie et les années de vie perdues. Donc, comment ces risques nominaux ont été calculés? Donc là, vous avez les informations donc, du détriment radiologique qui a été estimé pour la population générale, donc que vous pouvez trouver dans la publication 103
de la CIPR, où vous avez donc dans la première colonne en bleu les risques nominaux pour les différents cancers ou organes considérés, donc étant potentiellement radiosensibles et radioinduits. Et ces risques nominaux, on va ensuite donc les ajuster sur la létalité, la qualité de vie et les années de vie perdues pour obtenir ainsi le détriment. Donc la deuxième colonne en bleu, avec donc un détriment total. Donc on va sommer l'ensemble des détriments obtenus pour chaque organe ou chaque type de cancer. On obtient donc 574 exprimés pour 10 000 individus par Sievert, ce qui correspond donc à environ 5,10-2. Et la dernière colonne, qui s'appelle contribution au détriment, en fait c'est à partir de cette colonne-là que sont dérivés les WT. Cette dernière colonne de contribution au détriment, en fait, pour 100% de détriment, quelle est la part relative, quelle est la contribution de chaque organe sur l'ensemble des détriments. Et donc, à partir de là, il a été défini, considéré de définir des catégories. Donc, comme Eric vous l'a présenté juste avant, donc une catégorie de WT 0,01 pour ceux qui contribuent le moins au détriment, puis 0,04 jusqu'à 0,12 pour les organes ou types de cancer qui contribuent le plus au détriment radiologique. Donc, comment les risques nominaux ont été construits ? Donc, un risque nominal correspond donc à une estimation du risque vie entière attribuable à une exposition donnée au rayonnement ionisant et qui va s'exprimer en nombre de cas pour 10 000, 100 000 ou 1000 personnes selon les cas. Pour calculer ce risque nominal, on va avoir besoin d'un certain nombre d'informations. On va avoir besoin notamment de données de référence, donc des données de référence sur des taux de base dans la population générale de cancer, donc pour les différents types de cancers potentiellement radio-induits. On va également avoir besoin d'informations sur la fonction de survie et également des informations sur la pyramide d'âge des populations pour avoir une idée de la répartition de la population par classe d'âge. Et ces informations, on va les utiliser pour une population euro-américaine et pour une population asiatique, composée d'hommes et de femmes, séparément, qu'on va distinguer pour les calculs. Et on va également avoir besoin de modèles de risque. Donc ces modèles de risque, ils vont exprimer une relation entre la dose et la survenue d'un cancer. Ces modèles de risque vont s'exprimer en fonction du sexe et de l'âge. Et ils vont supposer, dans la majorité des cas, ils vont supposer ces modèles généralement d'une relation linéaire sans seuil, excepté pour la leucémie où on est dans le cas d'un modèle linéaire quadratique, mais toujours sans seuil. Et ces modèles, dans le calcul du détriment, sont dérivés de la cohorte des survivants des bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Et donc pour le calcul des détriments radiologiques, on va donc procéder au calcul du risque nominal qu'on va faire, donc qui correspond à un risque additionnel, donc suite à une exposition au rayonnement, qui va risque de cancer qu'on va cumuler jusque l'âge de 95 ans. Donc c'est pour ça qu'on dit vie entière, donc jusque l'âge de 95 ans, pour les différents organes, donc les 14 organes ou types de cancer. On va le faire pour du coup un risque pour une exposition à l'âge de 0 ans, puis de 1 an, puis 2 ans, etc., jusqu'à l'âge de 90 ans. Et on va le faire pour les hommes, pour les femmes, et dans la population euro-américaine et asiatique, et on va faire une moyenne de tous ces risques estimés pour obtenir un risque nominal qui vous a été présenté dans la diapo juste avant. Donc là, ici, vous avez une illustration de risques nominaux ou de risques vie entière, donc pour l'ensemble des cancers, donc par grès, représentés donc selon l'âge et le sexe. Donc en rouge, vous avez les femmes, en bleu, les hommes. En ligne continue, donc, ce sont les euro-américains, et en pointillé, ce sont les asiatiques. Ce qu'on peut voir, c'est que, d'une manière générale, les excès de risque donc, dus à une exposition au rayonnement ionisant sont supérieurs pour les femmes par rapport à ceux des hommes, et qu'en fonction de l'âge à l'exposition, on va avoir un risque qui va être différent. Plus on va avancer dans l'âge, plus le risque attribuable à une exposition va diminuer. Et ce qu'on peut voir sur ce graphique, donc issu de la publication 147, c'est que pour la catégorie tout cancer, on va prendre l'exemple donc, du groupe des personnes exposées à l'âge de 30-39 ans, et bien on peut voir que les risques pour ce groupe de personnes exposées à 30-39 ans ont un risque environ 2 à 3 inférieur
par rapport à ceux des personnes exposées durant l'enfance, donc entre 0 et 9 ans. Et inversement, toujours par rapport à ces 30-39 ans, là, leur risque va être 2 à 3 fois supérieur à ceux des personnes qui, eux, auront été exposées à l'âge des 60-69 ans. Là, vous avez une autre présentation graphique. Donc là, on n'est plus dans la catégorie tout cancer, mais on va distinguer des cancers plus spécifiques. Donc là, dans la publication 147, ils ont pris l'exemple du cancer du poumon et de la thyroïde, avec donc à gauche en noir les femmes et à droite en rouge les hommes. Et ce qu'on peut voir, c'est que là également, les excès de risque, les risques vie entière vont être plus importants pour la femme que pour l'homme dans le cadre de ces cancers spécifiques. Mais il y a des différences en fonction de l'âge à l'exposition. Donc pour le cancer de la thyroïde, le risque vie entière va être nettement plus important pour des expositions entre 0 et 20 ans, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Mais par contre, pour le cancer du poumon, on a également donc un risque plus élevé pour les enfants, mais qui est encore plus élevé dans la catégorie 40-60 ans, à peu près, puis qui ensuite diminue avec l'âge. Donc là, on vous a présenté des résultats sur la partie risque nominal, donc risque vie entière. Mais ces variations qu'on a observées, on peut également les observer lorsqu'on va parler de la partie finale, donc du calcul du détriment radiologique, donc après ajustement sur la létalité, la qualité de vie et les années de vie perdues. Et donc là, dans ce cas-là, vous avez des exemples qu'on peut observer donc, dans la publication 152 de la CIPR, où vous avez cette fois-ci, donc sur le graphique en haut, donc en jaune-orange, c'est le détriment radiologique qui a été estimé pour la population générale, donc exposé de 0 à 90 ans. En bleu, le détriment radiologique qui a été estimé pour la population des travailleurs, donc exposé entre 18 et 65 ans. Et puis, ce que la publication 152 a fait, c'est qu'elle a estimé un détriment uniquement pour les personnes exposées de 0 à 14 ans. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'une exposition pendant l'enfance va entraîner des risques plus élevés au cours de la vie pour la plupart des cancers, comparé à une exposition à l'âge adulte. Et ce, globalement, ça va dépendre des cancers, mais dans la majorité des cancers, on observe ce résultat. Et puis dans le graphique en dessous, donc vous avez le détriment radiologique pour la population générale en noir, et on a distingué les hommes et les femmes, donc les hommes en bleu et les femmes en rose-rouge. Et là également, on observe des disparités entre les hommes et les femmes, avec par exemple pour le cancer du poumon, un excès de risque plus important pour les femmes par rapport aux hommes, et à l'inverse, par exemple pour le cancer du poumon ou pour la leucémie, donc avec la moelle osseuse, un excès de risque dû du coup à l'exposition au rayonnement, plus important pour les hommes comparé aux femmes. Donc ce qu'on peut relever de tout ça, c'est que la contribution relative de chaque site de cancer au détriment, donc des différents types de cancers, va varier considérablement en fonction du sexe et de l'âge à l'exposition. Et que ces variations, elles ne sont pas prises en compte actuellement dans le calcul des WT. Un des points soulignés par la publication 147 de la CIPR, c'est donc que la dose efficace est un outil de gestion du risque. Elle permet d'additionner toutes les expositions au rayonnement en ajustant suivant le risque avec des facteurs de pondération simplifiés. Elle est utilisée pour optimiser la protection et limiter l'exposition dans la planification et le contrôle réglementaire, et elle s'implique sans incertitude. Et elle est liée à un détriment nominal pour une irradiation externe uniforme à du rayonnement à faible tel, sous l'hypothèse d'une relation linéaire sans seuil et d'une équivalence entre les expositions chroniques et aiguës, qu'elles soient internes ou externes. Est-ce qu'on peut appliquer la dose efficace à l'imagerie médicale ? Oui, on peut, mais souvent, on ne le fait pas. C'est le plus souvent en médecine, on utilise des grandeurs dosimétriques spécifiques des examens et des machines qui sont utilisées, des produits dose surface, des doses à la surface d'entrée en radiologie, dose moyenne à la glande en mammographie, des indices de dose scanographique du volume et des produits dose longueur, voire l'activité administrée pour la médecine nucléaire. Et c'est la logique de faire comme ça et d'enregistrer les doses patients dans les unités de ces grandeurs spécifiques des examens qui sont réalisés.
C'est aussi raisonnable de comparer différentes machines ou différentes pratiques pour le même examen ou la réalisation du même examen par différents services hospitaliers pour avoir des grandeurs comparables. Et pour comparer l'activité de différents services, on définit des niveaux de référence diagnostique qui sont eux-mêmes établis en termes de ces indicateurs dosimétriques mesurables et mesurés. Ce sont aussi ces indicateurs dosimétriques qu'on va utiliser pour optimiser une technique d'imagerie en réduisant au minimum possible la grandeur dosimétrique en question, tout en conservant la qualité de l'information pour le diagnostic. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'intérêt pour la dose efficace en médecine. Ces grandeurs dosimétriques spécifiques des examens, elles ont l'inconvénient notable de ne pas permettre la comparaison d'exposition de différentes régions du cœur. En particulier, on ne peut pas comparer avec ces grandeurs une scintigraphie cardiaque avec un scanner de la tête, par exemple. En revanche, on peut tout à fait le faire avec la dose efficace. Donc la dose efficace a cette utilité. Elle, de par sa simplicité et le fait qu'elle est raccordée au détriment, elle donne aussi une information sur un ordre de grandeur du risque radiologique, on va revenir là-dessus rapidement, qu'on peut communiquer aux patients et aux praticiens en médecine. Et ça peut les aider à justifier des procédures médicales. Et la dose efficace va être utilisée aussi comme grandeur de référence pour la planification des expositions, pour le cas particulier des volontaires en recherche biomédicale et la radioprotection des accompagnants des patients. Donc pour ça, l'information donnée par la dose efficace a, disons, le bon ordre de précision par rapport à la démarche de radioprotection dont il est question. Et enfin, en cas d'incident, d'exposition médicale involontaire, la dose efficace, ce ne sera peut-être pas la grandeur ultime pour analyser les conséquences de cette exposition, mais elle donne une première évaluation initiale du niveau de gravité de l'exposition. On peut tout à fait calculer des doses efficaces pour des examens médicaux. Ça a été fait par plusieurs équipes dans le monde. C'est repris dans la publication 147. Et il y a actuellement un groupe de travail de la CIPR qui prépare des coefficients de dose pour chaque type d'examen utilisant des rayons X en fonction de l'énergie des rayonnements et du type de machine. Donc pour la radiologie conventionnelle, le scanner et je crois aussi la radiologie interventionnelle. Alors dans la publication 147, la CIPR s'est livrée à un exercice visant à mesurer l'influence du type d'examen sur le risque associé à un examen médical. Pour ce faire, le groupe de travail responsable de ce calcul a commencé à prendre chaque examen médical d'une liste assez variée de 18 en cherchant la dose qui donnera un sievert de dose efficace. Donc ça, c'est assez simple à faire puisqu'on a la dose efficace pour un examen, par exemple 19 millisieverts pour un scanner du thorax, de l'abdomen et du pelvis. Si on veut atteindre un sievert avec un scanner de ce type, il faut en faire 5. Et en calculant la dose efficace, on calcule au passage les doses absorbées aux différents organes qui sont dans le champ. Si on multiplie la dose absorbée par ces organes pendant un examen par 5, on va obtenir une certaine dose absorbée, et ce, dans chacun des organes qui sont dans le champ. Et à cette dose absorbée, on peut associer un risque en appliquant un facteur de risque nominal spécifique de l'organe. Et à la fin, ça permet d'avoir une correspondance pour un examen donné qui irradie une région du corps donné entre la dose efficace de 1 sievert et un certain risque de cancer, une certaine augmentation attendue de la fréquence des cancers, tous organes exposés confondus. Donc ça a été fait pour ces 18 examens de radiologie conventionnelle, de scanographie, radiologie interventionnelle et de médecine nucléaire. Et on a obtenu les résultats suivants.
Donc ici, donc, vous avez un extrait du tableau 5.3 donc dans la publication 147. Donc ici, vous avez seulement quelques examens médicaux, mais le tableau est beaucoup plus grand dans la publication. Vous pouvez trouver donc, la liste complète des examens qu'Éric vous a présenté juste avant. Donc ici, vous avez donc les risques de cancer, donc toujours vie entière, par Sievert, pour différentes applications médicales, qui s'expriment en fonction de l'âge à l'exposition, en fonction du sexe, et donc pour différents examens médicaux. Ce qu'on peut voir par exemple dans ce tableau, c'est que là également, on peut observer des variations entre les hommes et les femmes, avec par exemple, suite à un examen de coranographie, le risque va être plus important pour les femmes que pour les hommes. Et inversement, par exemple pour le scanner de la tête, le risque sera plus élevé chez les hommes que chez les femmes. On observe également qu'il y a une tendance avec l'âge à l'exposition pour ces examens, avec un risque plus élevé pour des âges jeunes par rapport à un âge plus avancé. Et ces résultats, ils peuvent être représentés donc, schématiquement sur ce type de graphique. Donc là, ici, vous avez les résultats représentés pour la population asiatique. Et donc la ligne en pointillé correspond donc au risque vie entière de cancer pour une irradiation uniforme sur le corps entier. Et les lignes en continu, donc en noir pour les femmes et en rouge pour les hommes, correspondent au minimum estimé donc, dans le tableau précédent et au maximum pour chaque classe d'âge. Donc ici, voilà, ça représente un petit peu les variabilités qu'on a pu observer sur le tableau, où on peut voir qu'en fonction de l'âge à l'exposition, donc le risque ne va pas être le même. Et par exemple, pour la femme, l'examen qui donne un risque le plus élevé va être, alors du coup je ne sais plus, j'avais noté, c'était donc le rachis cervical pour la femme. Par contre pour l'homme, le risque le plus élevé, lui, ça va plutôt être une urographie intraveineuse. Donc en fonction de la catégorie d'âge et en fonction du coup du risque, l'examen le plus à risque en quelque sorte ne sera pas les mêmes pour une même catégorie d'âge donnée et en fonction du sexe. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces résultats ? Dans la publication 147, vous pouvez trouver les informations suivantes, donc dans les paragraphes 112 et 114 de la publication, qui indiquent que pour la plupart des procédures médicales, les estimations d'excès de risque vie entière d'incidence de cancer se situent à environ plus ou moins 50% de celles d'une irradiation uniforme du corps entier. Donc, c'est ce qui était représenté juste avant dans la diapositive, pour un sexe et un âge donné à l'exposition. Ce que la CIPR dit également, c'est qu'on peut conclure que si on considère la plupart des examens radiologiques, les risques vie entière d'incidence de cancer passivert peuvent être environ 2 fois plus élevés pour les expositions à l'âge de 0,9 ans comparé aux 30-39 ans, que les risques pour les patients exposés à 60-69 ans sont environ la moitié des 30-39 ans, puis ça diminue à 1/3 pour les 70-79 ans et 1/10 pour les 80-90 ans. Donc plus on avance dans l'âge à l'exposition, plus l'excès de risque diminue. Et un autre point qui est souligné par la CIPR, c'est que compte tenu des incertitudes associées aux projections de risque à faible dose, il est jugé raisonnable de tenir compte de ces variations, donc des variations avec l'âge, avec le sexe, également selon la population, donc dans la transmission des informations aux cliniciens et aux patients. Maintenant, je vais passer la main à Eric. Merci, Anouar. L'autre exemple qu'on voulait vous proposer, c'est une réalisation maison à l'IRSN sur un scénario théorique d'accident qui impliquerait un rejet atmosphérique de divers radionucléides, émetteurs alpha, bêta, gamma. Ce rejet étant dispersé par les conditions météo, en l'occurrence par un vent de 5 mètres par seconde, avec de la pluie, et on regarde quelles sont les conséquences radiologiques à 1 kilomètre du point de rejet pour une personne représentative qui est soit un adulte, soit un enfant. Et on va regarder les conséquences après 24 heures, où là, ce sera surtout l'effet de la situation d'urgence, c'est-à-dire l'irradiation externe par le panache de radionucléides et la contamination interne par l'inhalation des radionucléides dans ce panache.
Et ensuite, on a regardé aussi les conséquences prévisibles à 1 an, qui cette fois-ci sont en situation post-accidentelle, dues surtout à l'irradiation externe par l'activité qui s'est déposée au sol et dues à l'ingestion des denrées contaminées par ces dépôts au sol. Pour évaluer un risque de cancer dans cette situation, il est nécessaire de passer par des doses absorbées aux organes, ce qu'on a fait de façon simple pour l'irradiation externe en considérant qu'elle était à peu près uniforme sur le corps et qu'elle n'impliquait que du rayonnement à faible transfert d'énergie linéique. Donc on a transformé un sievert de dose externe estimé avec des coefficients de dose externe pour des géométries simplifiées en 1 gray à chaque organe. Et puis on a estimé les activités incorporées en fonction des débits respiratoires des personnes représentatives, qu'on a ensuite traduit en doses aux organes année après année, avec un logiciel de dosimétrie interne. Et puis, dans cette situation, se pose la question particulière des radionucléides émetteurs alpha, parce que d'un point de vue risque, on sait que le risque de cancer induit par le rayonnement alpha à gré égal est plus important que pour le rayonnement gamma ou bêta. Donc on a fait une petite étude de sensibilité en multipliant cette dose alpha par une efficacité biologique relative, soit de 0, c'est-à-dire on ne tient pas compte du tout du rayonnement alpha, soit de 1, on additionne la dose alpha avec les autres doses, soit de 20, et là en considérant ce qui est en quelque sorte la valeur majorante qui a été retenue pour le WR de la dose efficace. Et à partir de ces doses absorbées, nous avons évalué des risques qui sont sur ce transparent. Pour un exemple particulier, c'est l'exposition à 1 an d'un enfant ou d'un adulte avec le WR qui est fixé à 1. C'est-à-dire qu'on a additionné les doses alpha aux autres doses. Alors qu'est-ce qu'on voit là-dessus ? On voit beaucoup de choses, un petit peu trop en fait pour que ça soit très simple à suivre. Ce qu'on a sur la droite, ce sont les détriments. Ces détriments, ils correspondent à des doses efficaces qui sont représentées par les 2 points. Le point gris, c'est la dose enfant, le point gris tout à fait à droite, et le point noir qui est au-dessus, c'est la dose adulte. Donc la dose adulte est plus élevée parce que, en gros, l'adulte mange plus de denrées contaminées et respire plus de radionucléides dans le panache. Il a un débit respiratoire plus important. Et en conséquence, quand on multiplie par le détriment par sievert de dose efficace, on obtient un détriment plus important pour les adultes que pour les enfants, avec une différence qui n'est pas énorme, puisqu'on passe en gros de 3 pour 1000 à 4 pour 1000. Donc il y a une différence, mais elle n'est pas très importante. Et puis on note qu'il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Ça c'est attendu aussi, puisque tant la dose efficace que le détriment sont moyennés sur le sexe. On ne tient pas compte de ces différences. Alors, en revanche, à gauche, les points, ce sont les doses absorbées par les organes, en l'occurrence par le sein, par la thyroïde, par la moelle rouge pour la leucémie et par le poumon, pour un enfant et un adulte. Et on voit que ces doses absorbées, dans cet exemple particulier, ne sont pas très différentes de la dose efficace, sauf pour la dose à la moelle qui est plus importante. Alors, probablement parce qu'on avait des éléments avec ayant un tropisme pour l'os dans le cocktail de radionucléides. Et ces doses absorbées, on les a converties en risques. C'est ce que représentent les histogrammes. Les histogrammes rouges, ce sont les femmes, et les bleus, ce sont les hommes. Et on voit que, sauf pour la leucémie, les risques sont plus importants pour les femmes que pour les hommes. C'est particulièrement clair pour la thyroïde. Et puis, encore plus marqué, on a une différence de risque entre les adultes et les enfants. Et bien que la dose adulte soit toujours plus élevée, c'est le risque pour les enfants qui est nettement plus élevé. Donc à nouveau, c'est frappant pour la thyroïde, où le risque de la petite fille est beaucoup plus élevé que celui de l'homme adulte. On a plusieurs ordres de grandeur. Peut-être on doit être pas très loin d'un facteur 100, disons au moins un facteur 50. Donc ça, c'est cette information qu'on a avec l'estimation de risque qui est faite à gauche,
C'est un complément d'information par rapport à celle que donnerait simplement la dose efficace et son détriment associé. Et ça peut avoir son intérêt en situation de gestion d'urgence ou post-accidentelle pour prioriser les populations à protéger. Alors là, ça vient renforcer quelque chose qui aurait déjà été, disons, une idée de bon sens qu'on a, qui est que les enfants étant plus sensibles, ils vont, avec les femmes enceintes, constituer la population à protéger en priorité. Donc, mais c'est une information qui n'est pas donnée directement si on ne regarde que la dose efficace, qui peut être apportée en plus. Alors de ces différents exemples, des exemples surtout appliqués au diagnostic médical, la CIPR conclut, d'abord rappelle que si on peut mesurer assez précisément les expositions aux faibles doses, parce qu'on a des dosimètres qui sont sensibles et des modèles dosimétriques qui sont précis et relativement fiables, on a toujours une incertitude très importante sur le risque aux faibles doses. La relation dose-effet aux très faibles doses, autour du millisievert, disons, est mal connue. Donc il y a une forte incertitude, quelle que soit la façon d'estimer le risque. Et parmi ces estimations possibles du risque, si on garde en perspective cette forte incertitude, on peut dire que la dose efficace est un indicateur approximatif du risque possible. Et toutefois, ce qu'on vient de voir sur l'exemple précédent, c'est à côté de cet indicateur de risque, il faut tout de même prendre en considération les facteurs importants que sont l'âge, le sexe et, même si ça n'a pas été montré, le groupe de population. Parce que les risques de cancer, et en particulier de cancer spécifiques de certains organes, peuvent être significativement différents d'une population à l'autre, en particulier de la population asiatique à la population européenne, à la population américaine, ou à d'autres groupes de population. Donc la dose efficace est un indicateur approximatif du risque, mais pour autant, il ne remplace pas une analyse du risque. Une analyse du risque, donc ça consiste à estimer un risque de cancer en prenant en compte toutes les informations disponibles, y compris les incertitudes sur le risque et sur la dose, les doses absorbées aux organes, qu'on peut estimer avec des outils dosimétriques appropriés, l'information qu'on a sur les efficacités biologiques relatives des différents types de rayonnement, ça c'est une information qui vient de la radiobiologie, et puis en utilisant des facteurs de risque qui soient spécifiques à l'âge, au sexe et à la population considérée. Donc ça, c'est pour l'estimation du risque stochastique, du risque de cancer et d'effets héréditaires. Pour ce qui est d'éviter les effets tissulaires, la meilleure quantité pour estimer le risque de survenue de ces effets, c'est la dose absorbée à l'organe ou au tissu exposé. Alors enfin, un rappel, mais qui est de bon sens, quand un examen ou une situation d'exposition n'irradie substantiellement qu'un seul organe du corps, comme c'est le cas dans l'imagerie en mammographie, ou quand la thyroïde est exposée par l'incorporation d'iode radioactif, évidemment la dose efficace n'a pas une grande utilité, mieux vaut regarder la dose à l'organe exposé et puis directement le coefficient de risque associé au cancer de cet organe. Alors, toujours dans cette publication 147, la CIPR propose de ranger les expositions dans des grandes gammes de doses auxquelles on peut rattacher les différents examens médicaux, et elle différencie des intervalles de doses en dessous de 0,1 millisievert, où on pourrait dire qualitativement que le risque est négligeable. De 0,1 à 1 millisievert, on peut considérer que le risque est minime. Entre 1 et 10 millisieverts, qu'il est très faible. À partir de quelques millisieverts, disons de 10 millisieverts, on a en plus des modèles de risque linéaire sans seuil, on a des observations épidémiologiques directes du risque à ces niveaux de dose.
Et on peut considérer que le risque est faible jusqu'à 100 millisieverts, puis qu'il est modéré pour des centaines de millisieverts. Alors une radiographie, une radio typique, ça donnerait donc un risque qui serait quelque part en dessous du millisievert et un risque qui est négligeable ou minime. Et pour atteindre plusieurs centaines de millisieverts, il faut plusieurs examens, en général dans le suivi d'une pathologie lourde. Et à ce moment-là, on peut arriver à des risques qui sont pas négligeables, qu'on peut estimer d'ailleurs avec plus de robustesse qu'aux plus faibles doses. Et je vais céder la parole à Enora pour conclure. Alors donc là, on vous a présenté assez en détail l'avis de la CIPR, mais il existe d'autres points de vue. Donc il y a plusieurs points de vue, mais on a juste voulu vous prendre l'exemple d'un article qui a été publié récemment, là, il y a quelques mois, par Samay et al., publié donc dans Medical Physics International. Donc c'est un point de vue qui est plus spécifique au domaine médical. Et donc qu'est-ce qu'ils disent les auteurs dans ce papier ? Tout d'abord, donc, ils expliquent qu'en diagnostic médical, il y a un besoin important de quantifier, minimiser et mettre en perspective le risque. Ils soulignent également le fait que les grandeurs dosimétriques médicales ne reflètent pas le niveau de risque et ne sont pas comparables entre elles. Et l'avis des auteurs est que la dose efficace n'est pas faite pour évaluer un risque individuel. Parce que la dose efficace correspond à une moyenne des risques selon l'âge et le sexe, sans prendre en compte la taille ou encore la radiosensibilité génétique, et qu'elle est calculée comme une estimation d'une exposition du corps entier. Donc les auteurs proposent de définir une nouvelle grandeur à créer qui mesure mieux la dose en imagerie médicale. Et donc pour ça, les auteurs mettent en avant le fait que la raison première d'évaluer une dose en imagerie, c'est le risque pour le patient, et que cette grandeur, donc à définir, devrait prendre en compte d'autres facteurs de risque, donc tels que l'âge et le sexe, bien sûr, comme on a pu le voir, mais également d'autres facteurs individuels qui pourraient être propres au patient ou propres à un examen, tels que la corpulence, la prédisposition génétique ou encore la non-uniformité des doses entre les organes. Mais il faut quand même souligner qu'il y a des limitations sur les estimations de risque, donc sur les estimations de risque vie entière, mais également sur une nouvelle grandeur telle que les auteurs soulignent, c'est que ces estimations de risque, elles sont basées sur celles d'une population, et donc elles restent théoriques puisque le patient est unique. Il souligne également qu'il est difficile de comparer un risque estimé sur plusieurs décennies avec un bénéfice immédiat dû à un examen médical, et qu'une estimation de risque, en général, est assez anxiogène pour la personne, aussi petite que soit la valeur. Et donc ce que les auteurs proposent, ils suggèrent une nouvelle grandeur qui pourrait s'appeler Potential Radiation Arm, donc c'est une proposition, et que cette nouvelle grandeur, elle pourrait être définie selon un certain nombre de critères, et selon donc le cadre général de la dose efficace, en ajoutant en plus, en prenant en compte en plus des caractéristiques du patient et de l'examen médical. Donc cela pourrait être, par exemple, dans un premier temps, faire une modélisation de la géométrie du patient avec une librairie de fantômes, puis dans un second temps, faire une estimation de la dose aux organes par simulation Monte-Carlo, donc selon les conditions d'irradiation, puis faire une addition des doses aux organes pondérés par des sensibilités. Donc ça peut être dans un premier temps en prenant en compte l'âge et le sexe, puisque c'est des choses qu'on sait faire, et peut-être avec le temps et avec l'amélioration des connaissances, prendre en compte le tabagisme, puis la taille ou encore d'autres facteurs. Et puis la dernière étape consisterait à mettre à l'échelle, donc ou à ajuster la valeur numérique du risque à la dose efficace correspondant à une irradiation standard. Donc voilà, c'est un autre point de vue que la CIPR qui propose du coup d'autres qui pensent que la dose efficace n'est pas suffisante et qu'il faudrait créer un nouvel indicateur. Et donc pour conclure sur ce point et pour répondre à la question, donc la publication 147 de la CIPR a clarifié l'utilisation du concept de dose efficace. La CIPR considère que la dose efficace peut être utilisée
donc en première instance, comme indicateur approximatif de risque, en sachant que les risques de cancer vie entière varient selon l'âge à l'exposition, également selon l'âge atteint, on ne l'a pas vu, selon le sexe et selon la population, qu'elle peut être un indicateur approximatif, y compris pour une exposition, une procédure médicale, mais qu'elle ne remplace pas une évaluation de risque individuelle basée sur la dose absorbée aux organes exposés. Et comme on vient de le voir donc assez rapidement, il y a d'autres alternatives qui existent en dehors de la CIPR avec des propositions de nouvelle grandeur à définir qui peuvent faire le lien entre l'exposition et le risque individuel. Et donc, quelles sont les perspectives sur ce sujet pour les années à venir? Un point important, c'est qu'il faudrait clarifier encore mieux et faire la distinction entre une évaluation quantitative de risque et un indicateur de risque en radioprotection. Un autre point porte sur l'amélioration de l'évaluation du risque radio-induit associé à une exposition durant l'enfance. Donc, ces dernières années, on a des études qui ont étudié l'effet d'une exposition au rayonnement chez des enfants, mais il faut encore continuer et améliorer ces connaissances. Et peut-être, pourquoi pas, dans quelques années, aboutir peut-être à un détriment qui pourrait être spécifique aux enfants et peut-être, du coup, entraîner des WT qui pourraient être spécifiques aux enfants et faire une distinction entre les enfants et les adultes, mais bon, on n'en est pas encore là. Un autre point, une autre perspective serait d'améliorer l'adéquation entre la contribution de chaque organe au risque global et les WT. Donc là, pour l'instant, le détriment radiologique, il inclut un certain nombre de cancers pour lesquels on a des modèles de relations dose-risque qui sont disponibles. Mais désormais, avec les dernières connaissances qu'on a pu acquérir ces dernières années, peut-être qu'il y aurait des nouveaux modèles de risque qui pourraient être pertinents. Donc intégrer des nouveaux organes, des nouveaux cancers dans le calcul du détriment, qui pourraient peut-être donc découler des nouveaux WT pour d'autres organes. Un autre point serait de clarifier ce qui est basé sur la science et sur ce qui relève de l'avis d'experts dans le système de radioprotection. Donc là, on n'a pas trop vu ce point-là dans la présentation, mais dans le système de radioprotection, il y a certaines choses qui sont faites vraiment sur des connaissances scientifiques pour lesquelles on a des informations en termes de modélisation, en termes de taux, en termes voilà, on a vraiment des informations scientifiques concrètes, même si ça reste des estimations. Et puis, il y a d'autres points pour lesquels les conclusions faites sont basées sur des jugements d'experts, donc avec quelque chose d'un petit peu plus subjectif, et il mériterait de clarifier un petit peu plus ces points-là à l'avenir. Et puis pour finir, en ce moment à la CIPR, il y a une discussion sur la création d'un nouveau groupe de travail qui pourrait porter sur l'individualisation, la stratification du risque et de la dose en radioprotection. Donc ça pourrait être, on entend par individualisation, stratification du risque, faire des risques pour les hommes, des risques pour les femmes, des risques pour les enfants, pour les adultes. Peut-être mieux différencier ces choses-là que d'avoir un risque moyen pour l'ensemble de la population. Et ce groupe de travail serait transverse aux 4 comités de la CIPR. Et donc pour l'instant, là, il est en discussion et il consisterait, donc, dans l'état actuel, à identifier, donc, dans un premier temps, les éléments déjà utilisés dans le système de radioprotection actuel, identifier les situations appropriées en radioprotection, puis considérer les incertitudes et considérer les défis et les approches pour communiquer sur le risque individuel ou le risque stratifié. Et enfin, identifier les conséquences sur le système de radioprotection et sa mise en œuvre dans différents domaines, avec un point particulier sur les questions éthiques au niveau de ce sujet. Voilà, je pense qu'au niveau du temps, on est bon. Je vous remercie pour votre attention. Voilà.